La vidéo que je vais te faire là est là parce que je vois lentement partir à la dérive un de mes collègues youtubeurs, à savoir Alex Levent. Je ne lui veux aucun mal, même si mon opinion personnelle et celle de notoriété publique sur ce qu'il propose et son éthique est très mauvaise. Je m'en cache pas, j'ai déjà fait une vidéo dessus. En revanche, là, il commence à partir vraiment trop loin dans les choses extravagantes. Et il est ni plus ni moins qu'en train de mener les personnes qui le suivent vers les pseudosciences, ce qui peut devenir très vite une pente très glissante. En effet, beaucoup de gourous ne jurent que par elle, ou par la physique quantique, les neurosciences. Attention, je ne dis pas que ce sont des pseudosciences, mais la façon qu'ils ont de les aborder, si, clairement. Ce sont des concepts sur lesquels nous, le commun des mortels, ne sommes pas formés. Ce qui veut dire qu'ils peuvent littéralement nous raconter n'importe quoi en nous faisant croire que c'est démontré scientifiquement. Si on n'y prend pas garde, évidemment. Souvent d'ailleurs un n'importe quoi qui implique d'acheter des trucs très chers. Bizarrement, parce qu'ils justifieraient leur théorie farfelue, voire rocambolesque par de la plomberie, je te jure que ça marcherait moins. Mais bon, tu me connais, j'ai plus d'un tour dans mon sac à malice. Et aujourd'hui, je vais donc être en compagnie de Farhad, un chercheur justement dans les domaines de la neurophysiologie et de la physique quantique. Pour info, c'est un abonné de la chaîne YouTube qui est venu par la suite sur le Discord, on a discuté, sympathisé, et du coup, on discute régulièrement encore. Oui, il y a des gens vraiment éduqués sur mon Discord. On va discuter un peu de tout ça et remettre les pendules à l'heure. Je te préviens d'ailleurs, c'est une discussion un peu sous le format podcast qui dure à peu près 1 heure, avec 2-3 inserts, mais pour l'essentiel du temps, tu n'as pas besoin de regarder la caméra, au cas où tu veuilles faire autre chose pendant ce temps-là. Après cette intro que je viens de faire, probablement, ou en tout cas je l'espère, on se retrouve avec Farhad. Farhad, explique-nous d'abord un petit peu qui tu es. Alors moi je m'appelle Farhad. Alors mon parcours rapidement, je suis passé par une école d'ingénieur en spécialité système embarqué. J'ai enchaîné sur une thèse sur le sujet de la biohybridation. Alors qu'est-ce que c'est rapidement ? C'est l'interface entre les cellules nerveuses, alors dans mon cas c'est des cellules nerveuses, et la machine, et dans mon cas c'est des puces électroniques. Et actuellement, j'ai été engagé par un professeur de l'université de Stanford pour travailler sur des problèmes d'optimisation combinatoire. Donc rapidement, ce sont des problèmes de société que les ordinateurs conventionnels galèrent à résoudre. Et on utilise des technologies un peu farfelues, dont les ordinateurs dits quantiques. Pour les connaisseurs, donc, ce sont des problèmes de type NP-hard. Et actuellement, donc, je suis au Japon et j'intègre le laboratoire de physique quantique théorique au RIKEN, qui est un équivalent du CNRS au Japon. Voilà. Et là, tu as perdu, on va dire, les 3/4 de mon auditoire. Merde. Tu veux que je la refasse en simplifié peut-être ? Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, au moins ça pose le personnage, quoi. Et il me semble, je sais pas si tu l'as dit, mais j'ai peut-être été un petit peu aussi perdu. T'es titulaire du coup d'un doctorat en neurophysiologie, c'est ça ? Alors c'est un doctorat en électronique. Alors c'est le titre du doctorat. Mais concrètement, le sujet, alors ma thèse avec ces histoires de coronavirus n'est pas encore en ligne, donc normalement cette année quelque part. Okay. Mais effectivement, c'est une thèse qui a pour trait à la neurophy et à la technologie. En gros, c'est de la manière de résoudre une problématique qui est de comment connecter les cellules nerveuses avec des systèmes pour le médical. Ok. Bon, parfait. Voilà, je sais pas si c'est bien simplifié. Tu es l'homme qui murmurait à l'oreille des machines, en fait, grosso modo, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et des cellules biologiques, des cellules nerveuses, des petits neurones aussi. Tu connectes en fait les deux. Ok, bon, très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un phénomène en ce moment qui se passe au niveau de la chaîne d'Alex Levent, qui, a déjà fait l'objet de quelques vidéos sur ma chaîne. Ça doit être la personne sur laquelle j'ai fait le plus de vidéos. Enfin, je sais pas, mais en tout cas pour débunker ce qu'elle disait. Et là, bon, autant avant, c'était juste sportif. Et même si je considère que propager de fausses informations, c'est un peu problématique, c'est un peu tout le dada de ma chaîne. Bon, ça reste sportif, donc on peut se dire les gens arriveront moins bien à progresser.
Ça va peut-être induire des personnes en erreur, elles vont peut-être acheter des choses qui seraient peut-être pas nécessaires pour elles, genre des formations, des coachings, j'en sais rien, ce genre de truc là qui est déjà pas très très éthique et moral, mais à la rigueur elles vont perdre de l'argent pour quelque chose, on va dire, d'inutile, mais c'est pas si dangereux que ça. Là on s'attaque à un sujet où on rentre quand même dans quelque chose d'un peu plus dangereux, je dirais beaucoup plus, surtout dans ces temps de coronavirus. Il faut savoir que Alex a commencé à parler d'un professeur dont j'ai mangé le nom, mais tu me le rappelleras, il n'y a pas de souci. Enfin, d'un censé être docteur en physique quantique et autres, on va revenir dessus rapidement, qui fait des livres sur la pensée vibratoire, enfin en gros le pouvoir de la pensée avec des fréquences vibratoires, des ondes et tout. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est vraiment dans le vocabulaire de ce qu'on appelle les pseudosciences. Et pourquoi les pseudosciences d'ailleurs? C'est toi qui vas nous le dire, Farhad. Pourquoi les pseudosciences? Alors, si ça te dérange pas, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même 3 points sur lesquels j'aimerais insister. Alors le premier, c'est que mon titre de docteur ne me donne pas le pouvoir d'avoir la vérité absolue. C'est-à-dire que je suis sujet à pouvoir dire des conneries, etc. Donc l'argument d'autorité, alors c'est ce que usent justement ces personnes qui sont propagatrices de pseudosciences. Le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est que personnellement, je ne m'attaque pas aux croyances. C'est-à-dire que si les gens ont envie de croire aux chakras, etc., ça m'est complètement égal. Et si ça peut leur faire du bien, pourquoi pas. Par contre, là où ça m'embête, c'est lorsque on met le certificat, entre guillemets, de la science dessus en disant que c'est prouvé, démontré, expérimentalement et théoriquement. Chose qui est fausse, chose qui est faux et que je vais montrer après. Et le troisième point, donc tu l'as cité, c'est dangereux. Il y en a qui vont dire que c'est faire preuve de peu d'ouverture d'esprit, de démonter ce genre de pratique. Mais comme tu disais, dans le cadre du coronavirus, par exemple, alors c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est assez dangereux de dire aux gens qu'ils peuvent se protéger et guérir par eux-mêmes de ce genre de maladie juste par la pensée et par ce qui n'a pas été montré, quoi. Comment dire, c'est tout le sujet en fait, parce qu'il faut savoir, après je vais pas revenir dessus pendant 107 ans, mais il faut savoir que la première fois qu'il a commencé à en parler dans une vidéo, j'avais commencé à relever ça en fait, en prenant un tout petit bout en fait de ce qu'il avait dit et en disant attention, parce que là il est en train de glisser un truc du style on peut se guérir par la pensée. Neurosciences et de la physique quantique pour reprogrammer son cerveau, guérir d'une maladie. Et tout le monde, enfin, il y a pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi quand même, mais t'as quand même d'autres personnes qui m'ont dit non mais attends, tu extrapoles, il a passé on va dire 2 secondes dans sa vidéo à dire ça, donc franchement t'abuses un peu, etc. Et en fait on voit que sur les dernières vidéos, là ça fait 4-5 vidéos où il commence à progresser de plus en plus vers ça, et comme il en sort beaucoup, je ne sais pas si ça va être la dernière vidéo qui est sortie à l'heure actuelle, mais en tout cas celle qu'on a vue nous en dernier, il a commencé à dire bon on peut se protéger du Covid avec des entraînements anti-Covid, avec de la pensée anti-Covid, et là tu te dis jusqu'à où ça va aller quoi, et je ne suis pas, encore une fois tu l'as très bien dit, je ne suis pas non plus opposé aux croyances dans le sens où de toute façon une croyance, tu ne peux pas être opposé à ça. Tu ne peux pas être rationnellement opposé à une croyance puisque c'est une croyance. À partir du moment où les personnes assument que ce sont des croyances. Si la personne me dit voilà, moi c'est pas démontré scientifiquement mais je crois à ça, je vais dire grand bien de face, tu as le droit, fais-le. Si ça t'aide à bien vivre, à mieux accepter les choses, et qui suis-je en fait pour oser te dire de ne plus croire à des choses? Personne. En revanche, je pense que on est en la présence de Farhad avec quelqu'un qui peut quand même remettre les choses dans leur contexte scientifiquement parlant. Voilà. Bon, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même donner quelques définitions. Alors, ce sont des définitions clés
qui vise à montrer un peu le côté pervers de ces pseudosciences. Alors, encore une fois, hein, pour les personnes qui sont dans ces croyances, il ne faut pas prendre mal le mot pseudoscience. Pseudoscience, ça veut juste dire que vous pouvez avoir vos croyances, mais il n'y a aucun appui scientifique sur ce sujet. Et si jamais vous avez une théorie et une méthodologie pour montrer que vos croyances sont vraies, moi je suis tout ouvert à ce sujet, à ce débat, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, donc pour en revenir aux définitions, pardon ? Non, je voulais juste te dire, d'ailleurs, il faut bien se dire que même si on utilise ce terme qui est un petit peu péjoratif de pseudoscience, il y a eu des choses qui ont été considérées pendant un temps comme pseudosciences et qui se sont révélées être de vraies sciences une fois qu'on les a prouvées. Mais à l'heure actuelle, comme on n'a pas de quoi prouver ça, on ne peut pas leur accorder le même crédit que à ce qui a été prouvé. Et heureusement, et c'est normal. Bref, voilà. Tout à fait, et il faut pas voir les scientifiques comme comme l'Église d'il y a quelques siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu présentes une nouvelle théorie, on va pas te brûler. Rien ne t'interdit de faire face à la communauté scientifique et à proposer quelque chose. On n'est pas non plus fermé à de nouvelles idées, au contraire. Au contraire. Donc, pour revenir aux définitions, alors c'est le premier truc, il me semble que tu en as déjà parlé aussi bien dans un post Instagram que dans une vidéo, c'est la définition de la preuve scientifique. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, je trouve que toi tu pourrais mieux le définir que moi, que tu l'as mieux défini que moi. Moi je dirais qu'une chose, c'est que la preuve scientifique, c'est pas quelque chose qu'on peut amener avec une discussion de comptoir, avec un document quelconque. Même, je dirais, un article scientifique sans critique n'est pas suffisante comme preuve scientifique. Donc, pour enchaîner sur la prochaine définition, le mot quantique, donc, qui est utilisé à tort et à travers, ça me fait saigner les yeux. Donc c'est l'étude, alors la quantique c'est ce qui concerne l'échelle atomique et subatomique, donc tout ce qui est particules, atomes, électrons. Et ensuite, donc là ça c'est le mot-clé qui aussi me fait saigner les yeux, c'est le mot énergie. Alors le mot énergie a quand même une définition précise en physique. Je vais essayer de la simplifier un maximum, mais en gros c'est la capacité, en gros c'est une manière de quantifier un système, une chose physique, l'effet que cette chose physique a sur son environnement. Donc généralement on mesure ça en joules. Donc, je sais pas si c'est clair. En calories ou en calories. Ou en calories, pardon. Non, c'est très important la calorie pour le milieu sportif, c'est pour ça. Effectivement, c'est vrai que moi j'utilise moins la calorie, mais... alors je parle d'énergie parce que alors, c'est là-dessus que ces pseudosciences vont jouer, donc surtout Alex Levent, qui va beaucoup parler d'énergie, donc il parle de tourbillons d'énergie pure. Salut mon Saladjin, j'ai envie de commencer cette vidéo en t'envoyant de l'amour et de la gratitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais frotter mes mains pour créer de l'énergie, pour créer de la chaleur. Donc je t'envoie ça, ces ondes. On n'a rien à foutre de la distance qui nous sépare, d'accord ? Attends, je redouble ma boule d'énergie. Et je t'envoie ça. Normalement, tu es encore plus en train de sourire. Vrai ou faux ? Alors je sais pas trop à quoi il veut faire référence, mais quand il dit que le corps humain est énergie, oui, on dissipe de l'énergie à longueur de journée, on émet des ondes, effectivement, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on communique avec l'univers, etc. Ça c'est une question un peu plus, je dirais, philosophique, c'est pas la science qui... En tout cas pas les sciences physiques quantiques qui traitent de ça. Ouais, clairement. Et puis, en fait, si je peux me permettre de donner un exemple, par exemple, les infrarouges. Bon, c'est principalement ce par quoi, enfin, c'est pas principalement, mais en tout cas, on va dégager des infrarouges qui vont, grosso modo, faire de la... C'est une onde, en fait, les ondes infrarouges qui vont faire de la chaleur, on va dire. Je vais être très synthétique là-dessus. Et le fait qu'on en émette, ça veut juste dire qu'en fait, on émet de la chaleur. Ça veut pas dire qu'on communique avec l'univers, enfin évidemment qu'on communique avec l'univers parce que notre chaleur elle va pas nulle part, mais est-ce que pour autant, parce qu'on émet des ondes infrarouges, nous sommes des êtres de science-fiction, enfin nous sommes capables de faire des choses incroyables ? Bon
je pense pas, ça veut juste dire que nous sommes des êtres qui produisent leur propre chaleur. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense que le raccourci dangereux, il est là, c'est-à-dire de partir directement de l'énergie, c'est-à-dire le corps est énergie, il y a des énergies dans les atomes, dans les électrons, les gens ne comprennent pas trop, ça fait un peu peur, ok, on est tous énergie, donc on est invincible, je ne sais pas trop quoi. Oui, on est énergie dans le sens où effectivement on produit, comme tu dis, de la chaleur, on a tout un tas de réactions biochimiques dans notre corps, le système nerveux produit tout un tas de réactions. Effectivement, c'est vrai, mais ça va pas plus loin que là, pour le moment. Et surtout, on n'a aucune, tu vois, il parle pas, enfin, j'ai pas vu en précision toutes les vidéos d'Alex Levent parce que franchement, j'ai plus de choses à faire à me renseigner, à étudier les sciences du sport que regarder les vidéos d'Alex, sans aucune malveillance, hein. C'est juste que même si même si je considérais qu'il faisait du bon contenu, je regarde assez peu de vidéos YouTube du côté francophone, etc. Parce que tu trouves plus d'informations dans les livres, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble qu'il parle par exemple d'ondes qui sont produites par le cerveau, qui peuvent influer sur d'autres choses complètement extrêmes, on va dire, en dehors de ton cerveau, on va dire, qui peuvent influer sur les autres, les émotions, j'en sais rien, enfin, j'affabule là, j'extrapole par rapport à ce qu'il a dit, mais ça, justement, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. C'est surtout ça, quoi. Alors toi et moi, on doit être connectés par une onde quantique, c'est pas possible parce que j'allais y venir. Donc, effectivement, il y a un moment donné où il dit que le cerveau communique par des ondes et des fréquences. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, tu verras, ça va être un truc de ouf. Tends bien tes oreilles, tu vas kiffer. Ton cerveau, il a pas de bouche, mais il communique, on est d'accord, par le biais des ondes, par le biais de fréquences, tout comme ton téléphone. Pour appeler quelqu'un, il émet des ondes. Là, c'est exactement pareil. Ton cerveau fonctionne exactement comme ton téléphone portable. On sait tous que les ondes, ça existe. Ton téléphone, faut pas être un génie pour savoir qu'il fonctionne parce qu'il émet des ondes, d'accord. Quand t'es démotivé, c'est exactement la même chose. Tu génères des pensées négatives et ça émet également des fréquences particulières. Donc, ça veut dire que chaque pensée a une signature énergétique bien spécifique. Il y a une chose qui est prouvée scientifiquement. Quand tu jettes deux pierres, bon là j'ai par exemple Gohan et Jepou, tu les mets à égale distance de l'eau, d'accord, tu les jettes, quand ils vont tomber dans l'eau, ça va générer des ondes, ok. Quand ces ondes vont se toucher, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ces ondes vont s'additionner pour créer quelque chose de plus grand encore. La totalité des ondes ensemble est appelée le champ. Donc vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi le champ. Donc vous êtes connecté à tout. Parce que vous ne pouvez pas séparer des ondes. Je laisse tomber deux cailloux de la même taille, de la même hauteur, au même moment. Et ils heurtent l'eau. La question est, que se passe-t-il quand les ondes se rencontrent? Cette onde va dans cette direction, et cette onde va dans cette direction. Et là c'est le chevauchement. Et pour trouver ce que ça donne, vous additionnez les ondes. 1 plus 1 égale 2. Donc les deux ondes interfèrent l'une avec l'autre. Et le résultat, quand elles sont en phase, c'est que l'onde est plus puissante. C'est appelé l'interférence constructive. Pour réussir, pour fusionner avec la réussite, toi, tu dois déjà émettre des ondes de réussite. Alors, le cerveau émet des ondes, donc on peut mesurer aujourd'hui avec des EEG, c'est vrai. Par contre, le cerveau ne communique pas entièrement par des ondes, c'est-à-dire que le cerveau utilise ses cellules unitaires, donc le neurone, pour communiquer entre eux par signaux électriques et biochimiques. Donc les neurotransmetteurs. Et alors, il y a des études qui émettraient les théories comme quoi les activités biochimiques et électriques émettraient des ondes dans le cerveau et qu'il y aurait des communications entre elles. Je n'ai pas vu plus de résultats sur le sujet, donc je m'avancerai pas dessus. Mais de là à dire que le cerveau communique avec l'univers et le reste, c'est quelque chose qu'on n'a pas prouvé. Donc que ce soit de la croyance, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'on peut le croire, pourquoi pas. Mais qu'on ne mette pas le certificat scientifiquement prouvé, ça c'est un mensonge. Et clairement, je vois pas pourquoi on pourrait tolérer des mensonges qui, comme tu disais, vont déraper sur ces histoires de coronavirus juste après. Ouais, et du coup, je vais te laisser, je pense, poursuivre dans ce chemin-là par rapport aux ondes, etc. Est-ce que tu penses, par exemple, toi, qu'on pourrait
je ne sais pas si Alex l'a dit dans ses vidéos ou quoi que ce soit, mais on va traiter un petit peu du sujet de façon plus large, histoire de ratisser large par rapport à ce qu'il pourrait dire dans de futures vidéos et à ce qu'on peut entendre. Est-ce que tu penses que par exemple on pourrait communiquer de cerveau à cerveau avec ces ondes-là? En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est-à-dire que si on arrivait, alors c'est toujours très compliqué, hein, c'est-à-dire de décrypter entre guillemets alors je dis entre guillemets le codage du cerveau, que ce soit alors de l'EEG, donc il y a une manière plus abstraite alors quand je dis plus abstraite, c'est-à-dire plus large de visualiser ce qui se passe dans le cerveau. Si on arrive à décrypter ça et à le transmettre à quelqu'un d'autre, et vice-versa, pourquoi pas? Mais actuellement, la littérature scientifique ne montre pas qu'on peut le faire et que c'est possible. Ouais, en gros, c'est ça en fait que je voulais te demander. C'est vrai que même moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas découvertes là-dedans, et donc du coup, il faut être prudent vis-à-vis de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'appuient, enfin en tout cas moi je l'ai vu beaucoup, sur ces cerveaux qui communiqueraient entre eux par ondes. Faut savoir que, il me semble qu'à l'heure actuelle... Ah oui, non. à l'heure actuelle... De manière naturelle, c'est ça? Ouais, c'est... Non, de manière naturelle, on a à ce jour rien pu montrer sur les communications entre cerveaux. Non, clairement non. Voilà, ok, très bien. Mais encore, on n'est pas fermé à la théorie, hein. C'est-à-dire que si un jour il y a un mec qui arrive à nous proposer une méthodologie scientifique pour démontrer ça, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Et surtout, j'ai envie, c'est un truc aussi qui me vient en tête, peut-être qu'on a pu... parce qu'il y a des gens qui vont peut-être un petit peu confondre les choses. Peut-être qu'on a pu démontrer que, en analysant les ondes que peut dégager notre cerveau, qu'il y a peut-être une synchronisation entre personnes quand elles sont proches, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est dû à ces ondes qui se sont captées et synchronisées. Ça peut simplement vouloir dire que les deux personnes expérimentent la même chose en même temps. Donc, comme on est tous des êtres humains, quand on a la même chose qui nous arrive, le même stimulus, on a de grandes chances de réagir, dépendant de notre historique personnel, exactement de la même façon. Donc, c'est pas le fait que des ondes se synchronisent de je sais pas quoi. Par exemple, on a vu des choses entre les enfants et les mères ou des choses comme ça. Enfin, en termes de synchronicité, il me semble qu'il y a quelques trucs particuliers à ce niveau-là. Mais ça veut pas dire que c'est grâce aux ondes du cerveau. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a une synchronisation, un petit peu comme le fait que quand on touche quelqu'un, quand on touche un congénère de notre espèce, et en particulier notre partenaire, on va dire, de vie, on va avoir de l'ocytocine qui va se dégager. L'ocytocine, c'est une hormone, elle va forcément jouer sur notre état émotionnel, qui va forcément jouer sur notre cerveau. Je ne sais pas si tu me rejoins à ce niveau-là, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Si, tout à fait. C'est tout à fait important de préciser qu'effectivement corrélation ne veut pas dire causalité. Et c'est là que la rigueur et la méthodologie scientifique entrent en jeu. C'est-à-dire que c'est pas un truc de mec barbant pour faire chier son monde. C'est une manière de montrer que, de montrer ou plutôt de démonter nos théories. Hein. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. On balance notre théorie, on fait en sorte de la démonter. On n'a pas réussi à la démonter, on l'accepte et on la propose à la communauté scientifique. Donc ouais. Non, je disais, je pense que là-dessus, on est bon. Ouais. Du coup, c'est là où la rigueur scientifique entre en jeu, c'est-à-dire que si on veut démontrer que quelque chose fonctionne, il faut pouvoir enlever tous les biais possibles. C'est-à-dire que pouvoir enlever toutes les autres choses qui peuvent influer sur cette théorie. C'est-à-dire que si jamais on voit deux EEG exactement similaires, il ne faut pas tout de suite sauter sur la conclusion que c'est dû à une communication entre cerveaux. Il faut peut-être réfléchir un petit peu plus. Le cerveau, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Ouais, très bien. Et du coup, peut-être qu'on peut enchaîner sur le sujet suivant. Enfin, je sais pas, ce que t'en penses. Ouais, carrément. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça me va, moi, je suis très bien.
Donc le sujet suivant, c'est les personnes que Alex Levent cite. Donc les docteurs Joe Dispenza et Dr Lipton. Alors le Dr Lipton est vraiment docteur sur le coup. Il a publié des articles scientifiques, il a publié un livre. Contrairement à Joe Dispenza. Alors, il y a tellement de choses à dire sur lui que je pense qu'il faut y aller rapidement. Alors, il se prétend International Lecturer, Researcher and Member of the Quantum University in Honolulu. Et donc, clairement, le mec se prétend chercheur. Il a jamais publié d'article scientifique. Alors, c'est important, hein, c'est pas une manière arrogante de dire que le mec est finalement juste un loser. C'est une manière de dire que le mec, il a préféré fuir la confrontation avec les pairs, c'est-à-dire avec d'autres experts du domaine, et de venir vendre son expertise à des gens qui n'y connaissent rien. Et encore une fois, c'est pas une manière arrogante de regarder les gens qui n'y connaissent pas. C'est normal, on a tous nos domaines de spécialité. Quand je vais toucher au sport, je vais demander conseil à Gaïs. Parce que moi, clairement, je suis un peu loin de ça. Et encore que ça va, t'es quand même sportif, mais je veux dire, moi c'est exactement pareil. Moi je me considère déjà pas du tout au niveau d'un doctorat, tu vois, en sport ou quoi que ce soit. Faut bien le dire, les choses telles qu'elles sont, mais ça m'est arrivé de nombreuses fois de te demander des choses au niveau d'articles scientifiques que j'avais pas compris, de choses comme ça, parce que en termes de statistiques, en termes de même comme toi ton domaine de spécialité, c'est les neurosciences, on va dire, quand il y a des choses en termes neurologiques où j'ai du mal, je viens te voir. Enfin, je pense que c'est très sain, au contraire, de bien savoir cloisonner ses savoirs et de bien savoir sur quoi on est expert et ou juste spécialiste, déjà c'est pas mal, et sur quoi on est non spécialiste et il faut aller demander de l'aide. Et c'est pas du tout un mal, c'est même une force, parce que quand tu vas demander de l'aide à des gens plus compétents que toi, en règle générale, tes conseils n'en sont que meilleurs. Et ta vie n'en est que meilleure aussi derrière. Parce que justement, tu es allé chercher la compétence là où elle l'est. Et tu n'as pas voulu t'inventer d'un seul coup par ego le meilleur du monde sur tous les sujets. Ouais, tout à fait d'accord. Du coup, pour continuer sur cette personne, Joe Dispenza, donc il se prétend neuroscientifique. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il est à l'intersection donc des dernières trouvailles des neurosciences, de l'épigénétique et de la physique quantique, et qu'il est membre donc de la Quantum University de Honolulu. Donc, quand tu regardes cette université, alors c'est assez drôle parce que alors on te délivre un PhD en une année. Alors, PhD, et tu obtiens le titre de docteur. Ouais. Je t'invite à regarder le site internet. non, mais PhD, pour les gens qui suivent, ça veut dire doctorat. Ça veut dire un doctorat, grosso modo. Donc, en théorie... C'est la manière... non, mais en théorie, un doctorat, ça peut dépendre des cursus, mais entre 7 et 9 ans d'études, quoi. Donc, bon... en un an... Ouais. Alors en sciences, chez nous, en France, en général, ça tourne autour des 3 ans. Donc moi, je l'ai fait en 3 ans, quelques mois. Mais effectivement... 3 ans, tu dis ça prend 3 ans. Mais non, ça prend 3 ans à partir du moment où tu as fait ta licence, ton master, et derrière, ton doctorat. Tout à fait. C'est 3 ans après le master, oui, non, tout à fait. Non, eux, ils te vendent des cursus en 3 ans pour obtenir ton bachelor, ton master et ton PhD. Et tu sors avec un diplôme de... Ah non, c'est balèze. Hein. Et autre chose, c'est qu'ils enseignent donc le Quantum 2, le Quantum Biology, le Quantum Medicine, mais t'as pas un seul cours de mathématiques. Et c'est là où on voit le problème de ces pseudo-sciences qui mettent le terme quantique juste avant, c'est que faut pas se mentir, la physique quantique, c'est quand même un domaine qui est très très orienté mathématique. Alors après, il peut y avoir effectivement la partie théorique et la partie expérimentale, mais il y a quand même une grande phase de mathématiques. Et je comprends pas que dans une université, alors qui s'appelle Quantum University, n'enseigne pas les mathématiques. Ou alors j'ai peut-être loupé un truc, hein, c'est peut-être dans le cours de Quantum Biology. Non, mais c'est...
Et encore, tu sais, tu cites la Quantum University, mais quand tu vois le CV de Joe Dispenza, tu vois qu'il y a, genre, à un moment, il met quand même en avant sur sa biographie de façon très très sérieuse qu'il est professeur, il me semble, de yoga. Enfin, tu sais, genre, il dit, bah, on s'en fout. On s'en fout que tu sois professeur de yoga. Tu vois ce que je veux dire ? T'es en train de dire, oui, alors là, je suis docteur je sais pas moi, en sciences de l'ingénieur et tout, et je suis prof de yoga. C'est quand même, voilà. Mais quoi ? Ça, c'est caractéristique, tu vois, des personnes qui usent de leur argument d'autorité. C'est vrai que les mecs, plutôt que de mettre un argumentaire basé sur, je sais pas, une certaine logique, la science, des articles scientifiques, un livre, peu importe, non, le mec, il base tout son argumentaire sur « je suis tout ». Je fais des neurosciences, je suis champion du monde d'arts martiaux, j'ai un bac S. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y en a même qui disent qu'ils ont un bac S. On parle d'une autre personne, mais on rentrera pas dans les détails ici, mais ça nous a tous les deux fait beaucoup rire. Le docteur Joe Dispenza, ouais, alors, admettons, c'est-à-dire que moi je suis pas adepte de dire que le diplôme fait la connaissance, c'est-à-dire ok, le gars il a peut-être des choses intéressantes à partager, mais déjà ça pue, déjà il y a un truc bizarre, c'est que déjà le mec est malhonnête, pardon. Le mec est malhonnête dès le début de son propos. Donc déjà, j'ai mon esprit critique qui me dit « Oula, fais attention Farhad, il y a un truc qui est bizarre. » Donc quand tu regardes en détail, alors j'ai pas regardé toutes ces vidéos, conférences. Alors comme je te dis, le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a pas de mathématiques. Donc déjà d'écrire la physique quantique, en tant que chercheur en tout cas, au grand public, pourquoi pas. C'est très bien, même j'encourage. Mais en tant que chercheur, de faire de la physique quantique sans mathématiques, et sans même de toute façon user des principes de base de la physique quantique, moi je trouve ça un peu faible. Et alors ne parlons pas des neurosciences où là il n'y a rien du tout, inexistant. Et ensuite il y a une autre personne, c'est le Dr Lipton. Alors lui c'est un peu plus dangereux, il est beaucoup moins cité par Alex Levent, mais je trouve que c'est beaucoup plus dangereux dans le sens où il a un véritable doctorat. Et alors ça me fait penser à un post de Léo de Dirty Biology sur les prix Nobel. Il me semble que tu as fait un post Instagram sur le sujet. Une fois que les gens sortent de leur domaine de compétences, il faut quand même réfléchir un peu à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absorber tout ce que le mec va te dire en face sous prétexte qu'il a tel diplôme. Je crois que le terme exact, c'est l'ultra-crépidarianisme. Oui, bah tu sais quoi, je l'ai vu sur ton post Instagram et tu m'as appris quelque chose. Je ne savais pas du tout. Non, mais je l'ai appris moi-même du post de Léo sur Twitter. D'accord, Twitter, ok. Non, parce que c'est un... En fait, c'est grosso modo... les gens qui s'expriment, qui sont prix Nobel ou qui sont très très connus dans un domaine parce qu'ils sont très très compétents dans ce domaine-là et qui en fait s'expriment sur d'autres sujets et grosso modo qui n'ont pas de compétences dans ce domaine-là en fait. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais même tendance à dire que plus on est éduqué, mais qu'on n'est pas, comment dire... forcément éduqué sur on peut être très 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 bon dans un domaine mais pas être éduqué sur l'esprit critique ou des choses comme ça ou simplement avoir beaucoup d'ego et c'est tout à fait possible aussi que ça se répercute à ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'en gros tu te sens bouffi d'orgueil et d'ego, tu vois, tu te dis je suis la connaissance ultime, on te file un prix Nobel en plus pour te récompenser de ton travail, alors là ça y est tu exploses quoi, et à ce moment-là tu sens que tu peux tout dire. Tu vois, et que en fait toutes tes intuitions étaient les bonnes. Et ça ne veut pas dire que parce que tu as eu une intuition qui était bonne dans ton domaine de compétences, où tu as vu quelque chose où tu étais meilleur, que toutes tes intuitions vont se confirmer. Et le problème, c'est que du coup, ils prennent un petit peu le truc. On va prendre par exemple Luc Montagnier, qui a été prix Nobel de médecine, enfin co-prix Nobel de médecine pour la découverte du sida, il me semble, qui a dû avoir une intuition formidable pour avoir découvert ça et pour avoir un petit peu expliqué les mécanismes autour de ça.
parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la science c'est aussi de l'intuition éduquée, mais de l'intuition. Et je pense que maintenant il doit se Il dire... faut être créatif pour être chercheur. Ouais. Mais C'est comme tu dis, il y a une part d'intuition, il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que c'est pas que du pragmatisme à l'état brut, surenchéri par la vision publique de la chose. Non, on a des intuitions, des fois on a des trucs qui viennent, et il faut pas les oublier non plus. c'est ce que dit en fait Lay de Science for All. Il explique très bien dans son mode de pensée bayésien, c'est que en fait un a priori, ben souvent c'est quelque chose quand tu es expert que tu te construis avec une espèce d'énorme base de données en fait, que tu as du consensus machin etc, plus de l'expérience de terrain, plus des petits trucs tu vois que tu as un peu découvert toi-même, et en fait toute cette espèce d'énorme compétence là, ben au bout d'un moment tout interagit dans ta tête. Et puis, tu es capable d'avoir une intuition que tu ne saurais pas forcément justifier en te disant bah, peut-être que ça, c'est la pièce manquante qui fait que tout va bien s'articuler. Mais du coup, quand tu le transposes à d'autres domaines où tu n'as pas cette énorme base de connaissances autour et que tu utilises juste ton truc en te disant ça doit marcher comme ça, c'est là que ça devient très dangereux. Et du coup, on va, après cette grande parenthèse là-dessus, revenir au Dr Lipton parce que je pense que tu avais quelque chose à nous dire à ce sujet-là. Très, très rapidement, je voulais justement rentrer dans cette parenthèse qui est: demandez-vous pourquoi un chercheur arrête de publier un article scientifique. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une manière alors pour certains de ne plus arriver à publier, ça arrive, hein, c'est possible. Pour d'autres de ne plus avoir de financement. Et pour d'autres de fuir, entre guillemets, la critique des pairs, c'est-à-dire l'avis de la communauté scientifique sur leur sujet, et d'aller vendre des choses à des gens qui n'y connaissent pas. Et moi je vais rentrer dans cette catégorie de l'ignorance sur d'autres domaines, c'est-à-dire que le jour où tu as un prix Nobel qui vient me raconter un truc, je vais quand même me poser des questions, je vais me dire il faut peut-être que j'y réfléchisse, que j'y pense, si c'est pas sur mon domaine bien sûr. Donc posez-vous la question quand même si un mec arrête de publier, pourquoi ? Comment ça se fait, et si ce qu'il dit est justifiable. Et n'oubliez pas qu'un résultat qui est exceptionnel, si vous l'avez jamais entendu nulle part, et encore moins des experts, c'est qu'il y a un truc étrange derrière. Mais justement, tu disais, parce que peut-être que les gens vont pas arriver, les gens qui regardent la vidéo vont pas peut-être arriver à faire le lien. En fait, le docteur Lipton, du coup, il était docteur en quoi, et il a fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant, de quoi il parle? Parce que moi, j'ai pas trop regardé ça. Alors, pareil, j'ai pas regardé en détail, mais alors le docteur Lipton est diplômé en biologie, alors spécialisé en épigénétique. Donc, comme je disais, il a publié certains articles scientifiques. Et c'est là où il s'est décalé un peu des autres scientifiques, c'est après son livre sur... donc, c'est là où il est rentré dans les mêmes délires un peu que Joe Dispenza. C'est sur la vie, les énergies, etc., etc. Et c'est un type que Alex Levent cite de la même manière que Joe Dispenza pour appuyer ses propos. Et étonnamment, du coup, il ne cite pas des scientifiques qui, eux, sont restés dans le système de la revue par les pairs ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, pour moi, c'est très important parce qu'il y a une chose qui devrait être prise en compte. C'est moi, j'ai des amis qui citent des gens qui sont hors système. Pour moi, c'est pas un problème de citer des gens qui sont hors système. Tu peux très bien choisir de te mettre hors système parce que ça existe les complots. Tu vois ce que je veux dire ? Ça existe, notamment quand tu as des lobbies qui sont très 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 puissants. Tu peux ne plus te faire financer, tu vois ? Alors que tu avais des sujets qui étaient très très intéressants. Mais tu peux te faire empêcher, on va dire. C'est tout à fait compréhensible. En revanche, ne citer que des gens qui sont hors système, c'est un vrai problème. J'ai des amis qui citent des gens qui sont hors système, il n'y a pas de souci, puisqu'ils sont capables de citer d'autres gens qui sont parfaitement dans le système, en fait. Tu peux pas avoir que des gens qui se sont fait exclure ou qui se sont auto-exclus. Parce que c'est pas tant le problème de se faire exclure que de s'auto-exclure, en fait, qui viennent consolider ta théorie. Sinon, à un moment, comment tu fais si ce sont des gens qui ne font que se valider entre eux, en fait ? C'est ça la beauté du monde scientifique, c'est qu'en fait,
tu peux pas y rentrer comme ça. C'est comme s'il y avait une espèce de videur, sauf que c'est pas qu'un seul videur. C'est 50 videurs en fait qui te regardent et qui te disent, qui t'analysent sur toutes les coutures. Et puis finalement, une fois que tu as démontré que tu étais viable et que tu étais bien sous tout rapport, peut-être pas, mais on va dire que tu n'avais rien de louche, de suspect, tu peux rentrer dedans, quoi. Et c'est pas genre, oh là là, mais il faut absolument que la pensée se conforme au dogme. Non, c'est pas la pensée, on se fiche de la pensée. C'est les méthodes pour arriver aux conclusions. Parce que si les méthodes, elles sont pas bonnes, les conclusions, qu'elles soient bonnes ou pas, on peut pas le savoir. Et on peut pas savoir si les conclusions sont pas bonnes, si les conclusions sont bonnes, si les méthodes pour y arriver ne le sont pas. Et ça, c'est un vrai truc con. Bref. Clairement, le système scientifique n'est pas si sain que ça, dans le sens où je comprends les gens qui la critiquent, mais d'un autre côté, il y a le processus, comme tu disais, de tous les videurs qui... alors dès que moi je veux publier un truc, il y a toujours des mecs qui m'examinent sous toutes les coutures. Alors généralement, peu importe mon financement, hein, même si je suis financé par Nutella pour faire une étude sur Nutella, le jour où je présente mon article scientifique, c'est pas Nutella qui va l'examiner, c'est d'autres chercheurs, d'autres domaines financés par d'autres laboratoires, possiblement des concurrents. Donc faut pas l'oublier, ça. C'est pour ça que c'est bien aussi. Et d'ailleurs, il le dira pas parce qu'il est trop modeste, mais Farhad, il a un article qui a été publié dans Nature. Il me semble qu'il l'est à l'heure actuelle ou il est en review, je sais pas. En tout cas, je vais te laisser le dire après. Mais faut savoir que Nature, c'est un des journaux scientifiques les plus, avec un indice de... je sais plus comment on appelle ça, mais bref, un des plus prestigieux au monde, si ce n'est le plus prestigieux au monde, parce que c'est un des plus difficiles dans lesquels on peut publier. Donc la personne qui parle là à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui comprend un petit peu comment fonctionne la science, un minimum, quoi. Voilà. Je te remercie. Bon, concrètement, c'est un scientific report de Nature, donc c'est le bas level de Nature. Donc j'en suis quand même fier, hein, ça reste un très gros level. Et donc on mesure généralement avec ce qu'on appelle un impact factor. Donc c'est le nombre de citations et d'articles publiés dans ce domaine-là. Et effectivement, Nature et Science, les deux gros du système. Alors, on peut critiquer comme on veut le système, mais il y a quand même un effet de tri, c'est-à-dire que les articles reçus, on les regarde pas à la va-vite, alors peut-être que certains le font, hein, je dis pas. Après, le double tranchant, pour en revenir à ce que tu disais sur les gens qui sont hors du système, et c'est ce que je peux comprendre aussi, c'est que publier un article, c'est cher. Ouais. C'est vrai. Très très cher. En plus, on va peut-être pas y revenir dessus parce qu'il me semble que c'est Léo de Dirty Biology qu'on avait bien parlé, mais le système de la recherche en termes de financement, c'est une vraie mafia parce que en gros, tu payes tout le temps, grosso modo, quoi. Les États financent les chercheurs ou les boîtes financent les chercheurs qui doivent eux-mêmes payer pour être publiés, qui ensuite... les journaux font encore payer pour pouvoir qu'on lise les articles. Donc c'est un vrai bordel et les journaux tirent très très bien leur épingle du jeu et il y aurait peut-être moyen dans un monde un peu plus idéal que de faciliter ce processus histoire que la connaissance soit quand même accessible à tout le monde parce que je rappelle que les études scientifiques c'est quand même ce qu'on a de ce qui se rapproche peut-être le plus d'une connaissance fiable et c'est vraiment dommage. Déjà, c'est pas facile à lire quand on n'a pas le background et on peut être vite perdu. Donc déjà, en termes d'accessibilité à ce niveau-là, c'est pas aisé. Mais alors si en plus il faut payer à chaque fois que tu veux lire le truc, ça devient très complexe. Voilà. Il existe très probablement des moyens illégaux d'y avoir accès, mais je n'en ferai pas la promotion ici. Alors Sci-Hub et LibGen, c'est pas bien. Mais non Non, ça va, je pense pas que je me ferai embêter là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a ces moyens-là. Après, c'est comme je le dis, c'est illégal, et notamment en France, par exemple, si on veut accéder à ces choses-là, ce n'est pas possible.
Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de politique aussi là-dessous, même si. Et t'avais une autre chose à dire du coup sur ça, parce que histoire qu'on parle un petit peu de ces vidéos-là et d'éviter aux gens de croire du coup ces choses-là. Ouais, alors une chose importante, c'est qu'il faut pas hésiter non plus à envoyer un petit message aux chercheurs sur ces domaines-là. C'est-à-dire que si vous avez un doute, déjà je vois pas pourquoi vous dirigez vers un youtubeur fitness, sans vouloir être péjoratif, arrogant, méchant, ce que vous voulez. Si vous voulez en savoir plus sur la physique quantique ou sur les neurosciences, c'est pas un youtubeur fitness qui devrait vous apprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont calés. Je vais être un petit peu, comment dire, c'est vrai que peut-être que les gens n'ont pas envie parce que ce qui les intéresse quand ils viennent voir une vidéo fitness, finalement, c'est pas de savoir des choses sur la physique quantique sur le taux vibratoire. C'est un peu, Alex en fait leur assène un petit peu ça, en mode, ben voilà, ça justifie ce que j'ai. Moi, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est que surtout, dès que quelqu'un te parle de physique quantique, te parle de choses que tu n'as pas l'air de comprendre, qui ont l'air complexes en fait, très 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 compliquées, et qu'ils n'arrivent pas à expliquer dans leur fonctionnement avec, comment dire, une explication qui explique leur fonctionnement qui soit dans son domaine de compétence. C'est-à-dire que le domaine de compétence de Alex Levent, c'est pas la physique quantique, c'est pas la neurophysiologie à ce niveau-là en tout cas. C'est vraiment, comment dire, s'il veut se lancer là-dedans, alors il faut qu'il fasse une vraie vidéo explicative qui détaille tous les phénomènes et qui soit sourcée, on va dire. Et s'il ne le fait pas, s'il passe rapidement pour en faire une justification, que ce soit Alex Levent comme n'importe qui d'autre, hein, c'est pas lui à blâmer en particulier, c'est juste que lui, c'est aujourd'hui le cas, eh bien il faut être extrêmement méfiant. Il faut en fait, et c'est peut-être aussi un message qu'il faudrait faire passer au fit game de façon générale, il faudrait que le fit game arrête de sortir de son cadre de compétences. Il faut que les gens qui fassent du fitness ou de la musculation ou de la prépa physique, ça ce sont des domaines liés à la rigueur, voilà. On peut même y inclure l'alimentation d'une certaine façon, on est vraiment dans la même chose, mais il faut que ça reste cloisonné à ça. Ou quand la personne veut faire quelque chose qui en sort, qu'elle explique que ça n'est pas son domaine de compétence, qu'elle dit juste ce qu'elle pense, mais qu'elle ne le dit pas en mode j'ai la parole absolue. Parce que là, quand on cite des cautions scientifiques comme ça, qui sont, en fait, quand tu fais 2-3 recherches dessus, tu te rends compte que c'est pas vrai, il faut que ça cesse quoi. Il faut juste que ça cesse. Il faut que ce soit plus transparent que ça. Il faut que les gens apprennent à faire leur comment dire. Si ils ne sont pas capables, on va dire, d'analyser véritablement une publication parce qu'elle n'est pas dans leur domaine d'expertise et que ça ne s'apprend pas en un mois, hein, on ne fait pas 2 mois de recherche sur un sujet et puis on est expert, parce que sinon ça se saurait et sinon les doctorats ça se passerait en 2 mois, hein, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'il y ait beaucoup de précautions qui soient prises. Et du coup, j'invite vraiment tous les gens qui regardent ces vidéos-là à chaque fois se poser ces questions-là. Il y a des questions bêtes comme ça que j'invite d'ailleurs à suivre la chaîne de La Tronche en Biais qui parle bien de ça, qui parle de toutes ces questions qu'on peut se poser, qui parle aussi d'ailleurs, tu m'avais dit d'y faire référence et je le fais maintenant, à toutes les questions de la physique quantique qui ont été traitées par, je ne sais plus le nom, Julien ou quelque chose comme ça. Julien Bobrov, ouais. Voilà, oui, c'est ça. Je me souvenais qu'il avait un nom à consonance russe un peu. Et de toute façon, je mettrai le lien, ça, il n'y a pas de souci, en description, etc. Où il parle bien de tous ces mythes-là autour de la physique quantique. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, justement, et découvrir ce qui peut être faux dans le discours de gens comme ça qui mettent la physique quantique comme si c'était magique en avant, on peut aller voir ça. Bref, il faut toujours vraiment rester très prudent avec les personnes qui s'éloignent de leur domaine de compétence, encore une fois, et les personnes qui sont extrêmes dans leurs recommandations, qui sont absolues dans leurs recommandations, et qui... C'est pas... Encore qu'on peut être absolu dans ses recommandations, c'est pas le bon terme. Ce que je veux dire plutôt par là, c'est les personnes qui sont... Quand on parle de domaines qui sortent un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et que ces gens sont absolus et parfaitement sûrs d'eux,
ça doit mettre la puce à l'oreille quand même. Voilà, c'est surtout parfaitement sûr d'eux et qu'ils ne mettent jamais le conditionnel. C'est-à-dire que quand on veut être un minimum sérieux dans le monde des sciences et dans le monde, on va dire, total, tu ne peux pas dire c'est comme ça, tu dois souvent mettre il semblerait que. Parce que si tu dis pas, si t'as pas cette espèce de notion de conditionnel, à part sur des connaissances qui ont vraiment été établies comme des socles fondamentaux, tu t'exposes à avoir faux un jour ou l'autre, quoi. Et à avoir induit pas mal de gens en erreur. Il y a quand même deux alertes au bullshit qu'il faut prendre en compte selon moi. Donc la première, c'est le fameux titre scientifiquement prouvé. Donc dès qu'un gars vous affirme sûr et certain que telle chose est scientifiquement prouvée, il faut se poser la question, parce que généralement un scientifique en tout cas dans le milieu, on n'use pas de ce terme, c'est-à-dire qu'on fait une démonstration et généralement on comprend que scientifiquement c'est robuste. La deuxième chose ensuite, c'est l'argument d'autorité. Donc quand un gars vous vend son titre dès le début et que le mec il survend son titre pour appuyer son propos, c'est-à-dire moi j'ai fait des sciences, moi j'ai été docteur en machin, donc ce que je vous affirme est vrai. C'est aussi je pense que c'est la deuxième alerte bullshit qu'il faut prendre en compte. C'est ça, c'est pas forcément comment dire. Quand la personne dit voilà, moi je suis docteur en ça, etc. Pour expliquer pourquoi son avis peut être pertinent, c'est une bonne chose. Mais quand elle le dit et que derrière, comment dire, déjà toute sa communication est axée autour de ça, c'est un problème. Et deuxièmement, quand elle le dit et que c'est pas son domaine, faut faire très attention. Si tu appelles quelqu'un docteur et que tu précises pas en quoi, c'est un vrai souci, tu vois. Limite, c'est pour ça que dans la langue anglaise, je trouve que c'est un peu abusé d'appeler, enfin je crois qu'on le fait aussi en français mais moins, ils s'appellent tous genre, ils s'appellent plus monsieur machin, ils s'appellent docteur machin. Et le problème c'est que quand tu appelles quelqu'un docteur machin, bah, tu l'appelles docteur pour n'importe quoi en fait. Tu es dans une pièce où... toi, basiquement, quand tu vois un mec qui va te faire un speech sur la motivation ou j'en sais rien moi, tu vas être dans un colloque, on va dire, où tu parles de toiture, voilà, on s'en fout, un truc vraiment complètement random quoi. Et que tu vois que, bon bah maintenant on va laisser la parole à docteur Joe machin, j'en sais rien. On s'en fout. On va laisser la parole. Tu te dis, basiquement, toi, ah bah il doit être docteur en toiture. Mais en fait, c'est pas du tout obligatoire. Il est pas obligé d'être docteur en toiture. Donc faut vraiment faire attention à ça, à l'argument d'autorité, je suis d'accord avec toi. Et je pense que, à part si tu as quelque chose à rajouter, je pense qu'on a bouclé le sujet. Enfin, je sais pas pour toi. Ah oui, sur le sujet, je pense aussi. Faut pas oublier que le doctorat est un truc ultra spécialisé. C'est-à-dire que si je dis que je suis neuroscientifique, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les neurosciences, c'est tellement vaste. Et pareil pour la physique quantique. Donc faut pas oublier que déjà un mec qui vous perd dans de vagues trucs, c'est déjà aussi bizarre. Et d'ailleurs, j'aimerais... Oui, si, il y a juste un truc... qu'on parle rapidement juste d'un truc, l'échelle des bovis et la glande pinéale. Rapidement. L'échelle des bovis, déjà, est-ce que ça correspond à une réalité scientifique ? Il y a un physicien qui s'appelle Bovis qui a créé une échelle, l'échelle de Bovis, et toutes les énergies qui se ressemblent s'assemblent. C'est pas pour rien qu'on dit par exemple, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es, n'est-ce pas ? Les gens qui se ressemblent s'assemblent. Et bien pour les énergies, c'est exactement la même chose. Alors l'échelle de Bovis ne correspond à aucune réalité scientifique, alors je vous invite à voir toutes les vidéos de l'astronogeek, la tronche en biais, etc. que tu dois déjà connaître sur... je ne sais plus comment on appelle ça. Les crop circles. Ah bah ça c'est... Les crop circles, merci. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos sur les crop circles et y a, donc, certains font des passages sur les bovis, alors notamment sans doute des fécateurs. Les bovis ne sont pas une réalité scientifique. Alors si vous avez une méthodologie pour le montrer, etc., je suis tout tué, il n'y a pas de souci. Mais à ce jour, non, personne ne prend cette unité au sérieux. La glande pinéale, donc pareil, ces histoires de glande pinéale qui est connectée au cosmos, sincèrement je ne comprends pas, il n'y a pas de méthodologie scientifique qui le montre.
On peut le penser, pourquoi pas, mais dire que c'est la science qui le démontre, non, 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 non. Ouais, c'est voilà. Bon bah au moins là-dessus on est clair. Eh ben merci Farhad et de toute façon il y aura je pense quelques passages intercalés pour bien faire comprendre ce dont on veut parler comme ça tu auras un petit peu pu avoir la perspective de Farhad, la mienne peut-être un petit peu aussi et ce que dit Alex et pourquoi je pense qu'il faut être très prudent vis-à-vis de ça. Et puis bah voilà, merci encore à toi. Merci guys. Bon, j'espère que ça t'a plu et que t'auras appris 2-3 choses. Et surtout que tu partageras la vidéo à celles et ceux qui seraient tombés dans les affabulations d'Alex. Je te le rappelle, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou t'abonner même à mon Instagram. Ça m'aide beaucoup. Tu peux liker, commenter, partager. Tu peux aussi aller sur le Discord et discuter avec moi. Et puis, c'est tout, non? Ah si, il y a Utip et Tipeee. Si tu veux faire un petit don, ça m'aide aussi. Voilà. Prends soin de toi et à la prochaine.